et de l'Ardèche. Passez une belle soirée. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur France 3 Alpes. Les titres de votre journal des Alpes. Nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail, une mobilisation faible, à peine 700 personnes à Grenoble, dont certaines n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour alimenter la caisse de solidarité des syndicats, comme Jean-François, un professeur de mathématiques à la retraite. Au lendemain de l'annonce de la fermeture de 2 bibliothèques, Éric Piolle, le maire de Grenoble, présentait aujourd'hui son plan de sauvegarde des services publics, autrement dit une série de mesures d'économie très critiquées par les oppositions de tous bords. Éric Piolle est l'invité du Journal des Alpes. Il n'y a pas que les coureurs du Critérium du Dauphiné qui font l'actualité sportive. 13 adolescents, déficients mentaux de l'IMT de Faverges, viennent de réaliser un long périple de 150 km à travers les Bauges, un road trip de 4 jours initiatique et éducatif. Les titres du journal national présentés par Carole Gessler, l'Euro 2016, à la veille de l'ouverture de la compétition. La fête a déjà commencé au pied de la Tour Eiffel. La fan zone sur le Champ de Mars a ouvert pour un grand concert de David Guetta. Double contrôle de sécurité, un dispositif impressionnant. Et puis la loi travail également, la grogne qui continue, le gouvernement toujours impuissant à éteindre la grogne sociale, grève reconduite à la SNCF, mouvement samedi à Air France et des déchets qui s'accumulent dans plusieurs villes. La CGT affirme pourtant qu'elle ne veut pas gâcher la fête du football. Ce jeudi 9 juin marquait la 13e journée de manifestation contre la loi travail, journée marquée par une faible mobilisation, notamment à Grenoble. Malgré tout, certaines personnes restent très motivées et donnent non seulement de leur temps, mais également de leur argent pour soutenir le mouvement. Grégory Lespinasse et Franck Serroni. Ça fait des mois que ça dure. Depuis le 9 mars et le début de la mobilisation contre la loi travail, ces ouvriers de la métallurgie ne comptent plus les journées de grève. J'ai une femme qui est dans la précarité, qui est intérimaire, une fille qui a 2 ans, donc forcément à cet âge-là, il y a tous les frais qui vont avec, la crèche et puis tous les frais d'un enfant en bas âge. Donc avec une paye amputée, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, moi clairement, j'ai pas payé mon sandwich. Il y a des copains qui donnent la main, qui nous donnent à bouffer. Ceux qui ne peuvent pas faire grève montrent leur solidarité par d'autres moyens, financièrement ou surtout avec de la bouffe et ce qui peut nous aider. Et celui qui pourrait les aider, c'est ce généreux donateur. Professeur de mathématiques à la retraite, Jean-François vient de faire don de 5 000 € à la caisse de solidarité des grévistes. J'ai une retraite, c'est l'argent qui me restait sur mon compte à la fin du mois. Donc la paye arrivait quelques jours après, donc voilà, j'ai payé. Et il faut ce qu'il faut, et moi-même dans le passé, j'ai reçu aussi des soutiens pour les combats que j'ai menés. Ancien militant syndicaliste de la FSU et toujours très actif dans la lutte, Jean-François n'a pas hésité à donner cet argent pour les travailleurs de la métallurgie, des raffineries ou encore les cheminots. Ils ont une position clé, c'est un pilier du mouvement aujourd'hui et pour qu'ils puissent se tenir, il faut les soutenir. Et à chaque jour de manifestation, la générosité s'exprime dans les différentes caisses de solidarité. Celle-ci servira en partie à financer le déplacement prévu pour la manifestation nationale du 14 juin prochain à Paris. Parallèlement aux manifestations, les votations citoyennes organisées par l'intersyndicale se poursuivent. L'objectif est d'inciter le grand public à se prononcer sur ce projet de loi et bien entendu de vérifier la légitimité des multiples actions des opposants. Les urnes mobiles sont donc régulièrement installées en centre-ville de Grenoble aujourd'hui et comme sur ces images, aux portes d'un restaurant d'entreprise. Chacun peut donc s'exprimer librement pour ou contre le projet de loi. Propos recueillis par Grégory Lespinasse et Franck Serroni. Pouvoir donner son avis, oui, ça c'est sûr. Parce que je soutiens vraiment la grève contre la loi travail, donc oui. C'est intéressant de pouvoir donner au moins son avis sur la loi, le contenu. Après on l'a étudié ou non, mais en tout cas voilà, c'est important ce qui arrive. Ça aurait mérité, je pense, d'être débattu. Et je pense que c'est dommage qu'il y ait eu le 49.3 et que ça n'arrange rien et ça permet pas au débat d'avancer naturellement.
Et la prochaine manifestation nationale contre la loi travail est prévue le lundi 14 juin. Les retraités des Alpes étaient également mobilisés aujourd'hui contre la loi travail, mais également pour défendre leur pouvoir d'achat. À Annecy, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, ils ont répondu à l'appel de l'intersyndicale CGT FO-FSU Solidaire FGR. Parmi les nombreuses revendications, la fin du blocage pour 3 années des retraites complémentaires, une pension au moins égale au SMIC revalorisée et le maintien des pensions de reversion. Justice à présent et le procès des 5 hommes qui comparaissent depuis 9 jours pour le meurtre d'un policier de Chambéry en avril 2012 touche à sa fin. Ce procès devant les assises de Savoie. Les accusés nient toujours leur implication dans les faits qui leur sont reprochés. Aujourd'hui, l'heure était aux plaidoiries de la défense après de lourdes peines requises hier par l'avocat général. Compte rendu avec Marie Michelier et Vincent Abran. Ils sont 4 présents dans le box et pour les défendre, 5 avocats vont tour à tour plaider tout au long de cette 9e journée de procès. De 20 à 30 ans de prison ont été requis hier contre leurs clients, la perpétuité pour le 5e homme toujours en cavale en Tunisie. Pour l'avocat général, Cédric Papatico a délibérément été percuté par les cambrioleurs la nuit du 11 avril 2012. Il n'y a pas de place pour les coïncidences. Le degré de connaissance des accusés, leur téléphone portable éteint juste après les faits, la fuite précipitée de certains à l'étranger. Des coïncidences, il n'y en a pas, c'est ce qu'a également martelé la défense dans sa plaidoirie. On ne peut pas s'affranchir d'une démonstration de preuves, de l'apport de preuves, en nous disant une espèce de pirouette qui consisterait à dire coïncidence. Oui, il y a des gens qui se connaissent, des gens qui ont des proximités de vie, qui ont des parcours qui se ressemblent, mais après, il faut différencier chaque personnage du drame qui s'est déroulé. Ça a été une audience qui a été mouvementée, avec une véritable opposition entre l'accusation et la défense. Cela étant, la défense a bon espoir que la cour d'assises dise le vrai et dise que le client que je défends est innocent des faits les plus graves. Celui qui est à l'origine de cela, c'est le conducteur, répétera un 3e avocat, et on ne l'a pas identifié, appelant ainsi les jurés à apprécier la pertinence et la suffisance des preuves, car l'erreur judiciaire existe, conclura-t-il. Sans surprise, tous les avocats ont demandé l'acquittement de leurs clients. Demain s'ouvre le dernier jour de ce procès avec tout d'abord les derniers mots, la dernière possibilité donnée à chacun des 4 accusés de prendre la parole. Les jurés se retireront ensuite pour délibérer. Dans cette affaire complexe, il leur faudra prendre position sur près de 75 points avant de rendre leur verdict. Un verdict attendu dans l'après-midi. Autre procès, celui de l'avocat grenoblois Bernard Ripert, très mouvementé, comme lors de l'audience du 2 juin qui avait duré 11 heures. Maître Ripert et ses avocats ont multiplié les requêtes que la Cour est obligée de trancher avant d'aborder les manquements disciplinaires reprochés à l'avocat qui risque la radiation. Les débats ont donc été très retardés. De nombreux avocats sont venus soutenir leurs collègues. Le public, lui, n'a pu pénétrer dans la salle. Au palais de justice de Grenoble, on retrouve Céline Aubert et Florine Ebat. Il y a quelques heures, le pénaliste grenoblois a joué son va-tout. L'appel serait irrecevable. Cela paraît incroyable et pourtant l'acte est bien truffé d'erreurs. Cet appel, c'est celui du procureur Paul Michel. Car je vous le rappelle, en première instance, Bernard Ripert a été relaxé. Et aujourd'hui, presque soulagé d'avoir abattu sa botte secrète, il croit en ses chances. La méchanceté, la précipitation sont mauvaises conseillères. Je crois que dans sa précipitation et sa méchanceté, M. le procureur général a fait un peu n'importe quoi. Il a entendu faire appel d'une décision chimérique sans s'en rendre compte. L'appel sera-t-il jugé irrecevable? Rien n'est moins sûr dans ce procès où décidément tout semble possible. Vous l'avez compris, au-delà du sort d'un célèbre pénaliste, cette affaire a beaucoup de répercussions dans le monde de la justice et oppose violemment les avocats et les magistrats, et pas seulement ceux de Grenoble. Quant à Bernard Ripert, ce soir, cette nuit, il risque sa carrière, une radiation ou plus vraisemblablement une suspension de 2 ou de 3 ans. Qu'importe, nous a-t-il lancé tout à l'heure avec défi, j'irai en cassation. L'annonce faite hier par la municipalité grenobloise de fermer 2 bibliothèques a suscité comme prévu de nombreuses et plutôt très vives réactions. Cet après-midi, le maire Éric Piolle a donné une conférence de presse pour préciser les raisons de cette décision. Également annoncé d'autres mesures afin de réduire les dépenses. Conférence contentée de perturber quelques dizaines de manifestants, parmi lesquels des membres des syndicats Sud et CNT. Voilà les images signées Maxime Kemener. Pour les en empêcher, les ascenseurs ont été bloqués, des CRS ont été dépêchés sur place. Éric Piolle, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
c'est une véritable levée de bouclier auquel on assiste. Est-ce que vous annoncez 14 millions d'euros sur 2 ans? Est-ce que cette seule baisse des dotations de l'État explique à elle seule ces 100 mesures que vous prenez? Oui, après il faut donner du sens, il faut donner du positif. Donc c'est ce que nous faisons avec des choix clairs qui permettent d'avoir une assise nouvelle du service public et d'avancer. Mais de fait, entre 2017 et 2013, malgré les petites annonces de François Hollande de la semaine dernière, c'est 17 millions donc, qui seront perdus et non plus 20 par la municipalité grenobloise. En plus de cela, il faut ajouter les un peu plus de 3 millions d'euros de hausse des salaires des fonctionnaires et de l'évolution des carrières qui ont été annoncés au printemps et qui ne sont pas compensés. On est donc bien sur cette enveloppe de 20 millions. Vous pouvez prendre ce plan de mesures maintenant et pas dès votre arrivée en 2014. Pourquoi ce retard? Ce n'est pas un retard, c'est un travail. C'est que la première année, nous avons mis en œuvre tout de suite un plan de sobriété et d'efficacité. La sobriété en annulant la hausse de 25% que s'étaient votés les élus en 2008, 300 000 euros, en divisant par 2 le budget de la communication de la ville, 900 000 euros, en réduisant les frais de protocole, en rendant les berlines des élus, finalement en adoptant les règles de monsieur et madame tout le monde pour la vie publique. On a également changé le mode de gestion du Palais des Sports, 1 million d'euros d'économie, fait des choix clairs aussi. On avait parlé évidemment de la subvention aux musiciens du Louvre. Mais tout cela, qui a amené plusieurs millions d'économies, ne permet pas non plus de faire ces 20 millions. Et donc, il fallait travailler sur le périmètre. C'était le sens de la journée du 25 novembre. Nous avons travaillé depuis sur comment on fait le périmètre pour ne pas faire juste moins bien avec moins. Il faut aussi répondre aux nouveaux besoins. Vous annoncez la fermeture des bibliothèques, les tarifs de cantine qui peuvent augmenter, la culture aussi qui est très touchée. À qui vous demandez le plus d'efforts ? C'est une logique de méthode. Tout le monde a fait du travail sur un axe qui est finalement la proximité, les nouvelles technologies. Donc regardez comment on s'adapte aux usages. 14 bibliothèques à Grenoble, c'est une bibliothèque à peu près tous les quarts d'heure de marche. C'est 1,2 km en moyenne. Il faut changer cette logique de proximité tout en ayant une présence du service public avec un bibliobus, avec une bibliothèque à vélo, avec des points relais, des nouveaux points d'équipement, donc de librairie, de bibliothèque jeunesse sur la bibliothèque à Grand Place, la bibliothèque Kateb-Yassine. Donc on fait aussi du mieux. Mais il y a d'autres domaines sur les maisons des habitants. Il y a d'autres domaines sur la gestion du patrimoine. Je crois que c'est un service public très fort. Grenoble a ce service public comme passion. Un service très, très fort, mais qui a été quelque part sacralisé depuis l'époque du Bedout. Or, cette création de service public a été basée sur l'innovation, la réponse, l'adaptation. Et donc, il nous faut prendre en compte le réel. Le réel, c'est que l'État baisse nos moyens de 20 millions, qu'on a les impôts les plus élevés, la 5e dette de France et une épargne nette négative en 2014 quand nous arrivons. Donc, traçons une route, ne subissons pas, traçons une route. On a voulu annoncer tout ça d'un coup. Alors l'opposition est vent debout contre votre projet, à la fois l'opposition de gauche et de droite. D'ailleurs, le leader Mathieu Chamussi, le leader de l'opposition de droite, réclame même l'organisation d'un référendum à la rentrée. On l'écoute au micro de Yann Gonon. Éric Piolle n'a pas été élu sur ce qu'il est en train, sur ce qu'il veut mettre en œuvre. C'est un bouleversement fondamental, une attaque d'une violence inégalée au service public des Grenoblois. Donc c'est aux Grenoblois de trancher, de dire ce qu'ils veulent faire pour restaurer la situation financière de Grenoble, préserver les services publics, améliorer leur qualité de vie au quotidien, c'est à eux de décider. Donc je propose effectivement, projet contre projet, un référendum à l'automne. C'est à l'Éric Piolle de décider s'il est vraiment un adepte de la démocratie participative, s'il veut que ce soit les habitants qui aient le pouvoir, qu'il accepte notre proposition. Réponse Éric Piolle. Nous avons mis en place un système de votation citoyenne pour éviter justement que le débat n'ait lieu que tous les 6 ans et que sur des points précis, on puisse porter le débat sur la place publique. Donc ce système est utilisable. Il faut faire des propositions alternatives. Est-ce qu'on augmente les impôts demandé par Mathieu Chamussi. Je lui réponds, nous avons mis en place et il s'est exprimé sur ce sujet, sur la votation citoyenne. Donc il peut se saisir de cet outil s'il le souhaite. Il a les moyens. Nous avons mis en place les moyens de cette démocratie locale, une démocratie réelle à Grenoble. Est-ce que vous ne regrettez pas la décision d'avoir supprimé les panneaux publicitaires qui faisaient une recette de 500 000 euros pour la municipalité de Grenoble ? Qui faisait dans le contrat de 2004, parce que dans le nouveau contrat, quand nous sommes arrivés, les bases de négociation étaient entre 100 et 150 000 euros. Mais là, on est sur 1 ou 2% des 20 millions
1 ou 2% des 20 millions. Donc je crois qu'il faut juste regarder les choses avec l'échelle nécessaire et se dire aussi que l'action publique, ce n'est pas dans l'avenir de gérer comme ça toujours moins et d'aller se planter à la fois sur le dérèglement climatique et sur la transformation de l'action publique locale. C'est bien de tracer des lignes positives. Je crois que la suppression de la publicité ouvre un champ, d'abord de l'action politique, ouvre un champ nouveau dans l'espace public. Et donc c'était nécessaire. De même que nous faisons plein de choses nouvelles qui sont nécessaires aussi pour faire avancer la société. Je suis obligé de vous interrompre. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc j'ai parlé des réactions de l'opposition. Il y a beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Si vous voulez tout savoir un petit peu sur ces réactions, eh bien, une seule adresse, notre site internet alpes.france3.fr. On va passer à l'économie avec une start-up iséroise qui vient d'être rachetée par La Poste. ProBayes est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Elle aura pour mission de développer la branche numérique du groupe et compenser le déclin de ses métiers traditionnels. Nathalie Rapuc, Maxime Kemener. Des lunettes connectées qui permettent d'avoir des précisions sur un produit à partir d'un code barre. Une caméra à reconnaissance visuelle. On développe des programmes qui permettent aux ordinateurs de comprendre les images. Par exemple, détecter un piéton ou un vélo par une caméra embarquée dans un véhicule ou bien reconnaître des noms, des adresses, comme sur du courrier postal. L'objectif, c'est d'arriver à tracer tous les plis qui passent dans le réseau et de savoir où ils sont et quand est-ce qu'ils arrivent. Tracer chaque lettre ou gérer le flux de colis. Voilà l'un des objectifs de La Poste qui vient d'acquérir cette start-up grenobloise. Mais la mise en service de ces données n'est pas pour tout de suite. À plus court terme et en liaison avec La Poste, vraiment travailler sur les problématiques de santé, de prévention et pour faciliter la vie des personnes âgées qui restent à domicile. C'est vraiment un secteur sur lequel on pense qu'on peut apporter beaucoup. Comme un retour aux traditions, le passage du facteur chez les personnes isolées, facilité par les nouvelles technologies. C'est le service Veiller sur mes parents, expérimenté sur la Savoie. Il va être généralisé dans toute la France dans quelques mois. Entrez ! L'idée pour La Poste est de diversifier son offre de services, de produits, grâce au numérique. Demain, il faut imaginer un monde où il y a aussi des objets connectés, que ces objets connectés communiquent entre eux, mais aussi avec peut-être le smartphone du facteur ou le smartphone des proches, pour avoir des services qui vont toujours plus loin, une expérience client qui soit meilleure. Peut-être un jour, plus besoin de faire la queue pour acheter un timbre. Pourquoi pas imaginer le dessiner directement sur l'enveloppe et le payer depuis son smartphone. Le sport avec la 4e étape du Critérium du Dauphiné, 176 km entre Tain dans la Drôme et Belay dans l'Ain. Étape marquée par une longue échappée avec 3 coureurs partis dès le premier kilomètre. Le Belge Frédéric Voekelen, les Français Brian Nolot et Maxime Bouet, Dossard 43, le régional de l'étape puisqu'il est né à Belay. Mais cette fois-ci, le peloton les a bien gardés à distance avant de revenir sur 2 d'entre eux à 9 km de l'arrivée. Maxime Bouet a résisté un peu plus longtemps avant d'être à son tour happé. Résultat final au sprint remporté par le Norvégien Boasson-Hagen devant 2 Français, Gian Alaphilippe et Nasser Bouhanni. A signalé une chute à pleine vitesse avec encore un AG2R au sol, Alexis Goujard. Heureusement, il s'est relevé sans difficulté avec une simple entaille au genou. À l'arrivée de cette 4e étape, on retrouve Jean-Christophe Solari. Oui Christian, une belle étape de transition aujourd'hui entre Tain-l'Hermitage et Belay avec du spectacle de bout en bout, vous l'avez dit, et un sprint serré remporté donc par Boasson-Hagen. Quant à nous, nous sommes intéressés à la question du ravitaillement. Comment les coureurs font-ils pour gérer leur capital énergétique sur le vélo? Vous allez voir, c'est une mécanique bien réglée. C'est une étape longue, harassante pour les organismes. 176 km de route vallonnée à travers la Drôme, l'Isère et l'Ain, avec en plus un vent de face épuisant. Alors, dans l'échappée comme dans le peloton, les coureurs du Dauphiné doivent s'alimenter régulièrement pour éviter la défaillance, l'hypoglycémie. Au début d'étape, c'est plus que des gâteaux de riz, des tartes ou des choses comme ça pendant les 2 premières heures. Et puis après, on mange, je pense, bien 4-5 bars et puis 3-4 gels dans le final. Ouais. Au 30e kilomètre seulement, la direction de course autorise les directeurs sportifs à ravitailler leurs coureurs. L'un d'eux se transforme alors en mulet, une dizaine de bidons sous le maillot et des barres énergétiques plein les poches à distribuer aux copains. Indispensable en attendant les musettes au kilomètre 104. Le ravito, un moment redouté par les directeurs sportifs. C'est un moment de stress dans le peloton, c'est toujours dangereux. Il y a souvent quand même des chutes aussi dans le ravito.
Mais c'est important parce qu'il faut, comme une voiture, il faut faire le plein de temps en temps, autrement il ne fonctionne plus. Aujourd'hui, pas de chute au ravitaillement. Le peloton arrive sans encombre à Belay pour disputer le sprint final. Un peloton qui a ménagé sa peine, 34 km/h de moyenne horaire avant les étapes de montagne qui débutent demain au départ de la Ravoie. Demain, la première des 3 étapes de montagne de ce critérium avec l'étape entre la Ravoire et Vaujany. Et au programme, le col du Borioz, le col des Ailles, le col des Mouilles. Des cols qui sont bien connus des cyclos grenoblois. Et nous serons là pour tout vous raconter. Le vélo, toujours direction les Bauges pour un beau défi relevé par 13 élèves de l'Institut médico-éducatif de Faverges. Âgés de 13 à 18 ans, ces jeunes en situation de handicap intellectuel ont accompli un road trip de 150 km sur un parcours généralement réservé à des cyclistes chevronnés. Aurélie Masset, Christian Mathieu. La joie du défi relevé. Il ne leur reste que quelques kilomètres à parcourir, mais pour ces jeunes, cette pause a déjà le goût de la victoire. Il y a quelques mois, certains savaient à peine faire du vélo. Aujourd'hui, tous franchissent des sommets. Ils ont parcouru donc col de l'Échaud sur une deuxième étape. Donc c'était une pente à peu près normale, c'est un début de saison. Et derrière, sur la troisième journée, on a fait le col de Plainpalais et la montée au Revard. Sur 25 km, on n'est pas loin de 1000 mètres de dénivelé. C'est déjà le niveau d'un cycliste chevronné. Donc pour eux, ils ont vaincu la montagne, c'est des guerriers. À l'IME de Faverges, l'aventure a démarré en octobre. Pendant 4 mois, chaque semaine, des bénévoles de clubs cyclotouristes ont enseigné à ces adolescents le rouler ensemble, comment communiquer, comment respecter aussi les règles de sécurité. Lola ne pensait pas y parvenir. C'est beau. J'ai dit, je vais jamais arriver, mais en fait non. Je vais arriver, je suis restée jusqu'au bout. Et ça m'a vraiment plu, vraiment. La solidarité, fil conducteur de l'aventure. Ils sont partis à 13 et se sont jurés d'arriver ensemble, malgré les embûches. On s'aide, on discute, on descend chercher les plus faibles, on les encourage. Le truc le plus surprenant, c'est qu'ils redescendent chercher d'autres copains qui sont restés en bas, qui n'ont pas réussi à monter. Et ils refont 2 fois un col à 1100 et quelques mètres d'altitude, sans râler, quoi. C'est ça qui est dingue. Financé par le conseil régional, l'expérience sera renouvelée. On termine ce journal en musique, mais non pas avec des enfants du rock, mais des papis et mamies du rock. À Aubenas, il y a en effet une chorale pas comme les autres. Les chanteurs sont âgés, mais leur répertoire pas du tout. De AC/DC à Cure, ils chantent accompagnés d'un bon vieux trio, un guitare, basse, batterie. Hugo Chaplon, Stéphane Yvon. Un tube des années 80, un cœur de senior. Lacets de lunettes et tempes grisonnantes, une vingtaine de chanteurs amateurs se sont lancés ce défi, se produire sur scène à l'heure de la retraite. J'aurais jamais osé chanter comme ça avec tout de suite les musiciens et puis toc on y va avec tout un groupe quoi. Parce que moi je suis seule avec, j'adore le silence donc je chante tranquille sur scène. Donc pas du tout comme ça alors que ça fait du bien aussi de se lâcher et franchement j'adore. J'adore chanter, je m'amuse bien donc je profite de ma jeune retraite pour m'éclater et prendre plaisir vraiment. Viens contre moi, viens tout contre moi. Niagara, Jacques Higelin, AC/DC, un répertoire de l'année 86 pour marquer les 30 ans de la salle qui les accueille. Des chansons qui, elles non plus, n'ont pas pris une ride. Et je dois m'en aller. C'est pas lointain dans la tête, quoi. C'est assez lointain dans les années qui défilent, mais dans la tête, on a toujours ces résonances et dès qu'on les entend, on est là, on vibre au son des années 80. 30 ans d'écart entre les choristes et les musiciens qui les accompagnent, un fossé générationnel très vite comblé. Moi, je suis épatée de leur énergie. Je vois des femmes et des hommes qui sont beaux, qui sont épanouis, qui sont vibrants. Et c'est vrai que je me dis, bon, j'ai de l'avenir.
Le groupe se produira en octobre prochain pour 3 concerts à l'occasion de la Semaine Bleue. Iggy Pop n'a qu'à bien se tenir. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez fredonné quelques notes de musique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo régionale, puis la suite du 19-20. Je vous souhaite une excellente soirée.